Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue chez Transparence. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Béatrice Denas dans notre émission L'Entrevue. Bonjour Béatrice, vous êtes la... Bonjour Lisa, oui. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes la coprésidente de l'association Trans Santé France, vous êtes également enseignante et journaliste, anciennement à Radio France. Vous avez également publié l'an passé un livre intitulé « Ce corps n'est pas le mien, histoire d'une transition tant attendue ». En rapport avec votre transition de genre, nous y reviendrons. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre présence sur notre chaîne. Cela me fait extrêmement plaisir. Acceptez-vous d'évoquer votre histoire personnelle? Je ne parle pas de votre impressionnant parcours professionnel. Quelle femme êtes-vous? En fait, c'est une question qui est vraiment très vaste. Je dirais simplement que je suis une femme que j'espère considérer comme les autres. Alors, il est vrai que comme j'ai pris le parti de témoigner, d'essayer de populariser la transidentité pour faire en sorte de lutter contre la transphobie qui souvent vient d'une méconnaissance de la transidentité, tout simplement. Donc, j'ai gardé ce petit adjectif trans dont je me passerais bien parce qu'en fait, d'abord, j'aime pas trop les étiquettes. Et puis en plus, j'ai tellement attendu pendant des décennies d'être enfin véritablement une femme, même si je me suis considéré comme telle depuis quasiment l'âge de 4-5 ans en fait. Donc voilà, donc pour moi je voudrais être une femme comme les autres, être considérée comme telle, tout en sachant qu'en effet, j'ai envie de continuer expliquer ce que sont les genres, les transidentités, pour permettre, et espérer que d'ici, 5-10 ans, on parle plus de transidentité et que ce soit considéré comme quelque chose entre guillemets de normal, comme l'homosexualité. Maintenant, ne fait plus forcément l'objet d'explications, de reportages précis, de magazines précis. C'est rentré dans les mœurs et c'est bien comme ça. Depuis l'âge de 4-5 ans, vous viviez donc une situation particulière. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans votre enfance, dans votre jeunesse, par rapport à votre transidentité? Bien, en fait, ouais, c'est vers 4-5 ans. C'est-à-dire, en fait, comme disent les psys, c'est l'âge durant lequel on prend conscience de son appartenance à son sexe, à son genre. Et là, moi, je me suis rendu compte, en fait, à cet âge-là, qu'il y avait un truc qui clochait en moi. J'avais la chance, c'était très rare dans les années 60, d'être dans une classe mixte à l'école publique. Et en fait, j'étais vraiment envieux de mes copines. Et plus qu'envieux, en fait, j'avais envie d'être comme elles. En fait, j'avais envie surtout d'être elles. Et étant donné que ça se passait mal avec les garçons avec qui j'étais pas, qui se moquaient de moi. Enfin, maintenant, aujourd'hui, on dirait que j'ai été harcelé, et c'est vrai, dans la cour de récréation, on me bousculait, on se moquait de moi parce que j'aimais pas le foot, j'aimais pas les bousculades, et j'étais bien avec mes copines, en fait. Et ça, je me suis dit un truc bizarre en moi, c'est qu'en fait, j'avais l'impression de me sentir plutôt fille que garçon. Et c'est pour ça que ça me révolte les tribunes ou les articles qu'on lit en ce moment dans certaines presses, des articles assez réactionnaires qui visiblement ignorent complètement la souffrance que peuvent avoir les enfants trans. Aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 50, 60 ans, on écoute les enfants, on prend conscience en fait de leur souffrance, et heureusement ils ont bien souvent des parents à l'écoute, ensuite des pédopsies qui vont les aider. Et je trouve ça formidable parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie que ces enfants qui ne sont pas nés dans le bon corps, dans le bon genre, et qu'ils le disent, vivent ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, comme moi, je pouvais pas le dire. À l'époque, on n'écoutait pas les enfants, on faisait pas attention véritablement à ce qu'ils ressentaient, à ce qu'ils souffraient, à ce dont ils souffraient. En fait, je me suis replié sur moi-même et j'ai vraiment vécu une enfance douloureuse. Sans amis, avec une hyper timidité qui faisait qu'hormis mes parents et mes grands-parents qui habitaient juste à côté de chez moi, à eux, je parlais, mais aux autres, à personne d'autre, même au sein de ma famille, je n'osais pas parler. En fait, j'étais tellement mal dans ma peau. Donc,
voilà, c'est vraiment ça. Quand je parle de mon enfant, je me suis rendu compte vraiment très tôt, en effet, qu'il y avait quelque chose qui clochait pas, sauf qu'on parlait pas de transidentité à l'époque. Donc aujourd'hui, écoutons les enfants et aidons-les à être véritablement ce qu'ils ressentent être. La principale difficulté, c'est donc par rapport au corps, d'où le titre de votre livre, Ce corps n'est pas le mien, histoire d'une transition tant attendue. C'est un problème de corps et d'esprit, en fait. Corps et C'est tout d'esprit. simplement D'inadéquation, c'est comment est-ce qu'on pourrait pour moi, c'est une inadéquation, c'est-à-dire en fait le fait que j'avais un corps de petit garçon, mais en fait dans mon esprit, je me sentais pas du tout dans le genre masculin, en fait. Alors après, on va me demander, oui, mais c'est quoi l'esprit féminin? J'ai toujours beaucoup de mal à y répondre parce qu'en fait, c'est très complexe. Après, on va rentrer dans des stéréotypes. Oui. Mais de fait, voilà, je me sentais pas du tout petit garçon dans mes comportements, dans ma façon de penser. Et voilà, je me considérais comme intérieurement fille, sauf que j'apparaissais comme un garçon. Donc aujourd'hui, vous atteignez la plénitude? Oui. Oui, ça on peut le dire. Là, j'avoue que déjà, ce qui a été fantastique, puisqu'évidemment pendant des décennies, j'ai pas su ce que j'étais réellement. C'est pour ça que ça m'a posé énormément de problèmes, notamment à l'adolescence. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? Ou est-ce que je suis un monstre? Et je n'avais pas de réponse. Et je ne savais pas à qui en parler. Finalement, ce qui m'a un peu libéré, c'était Internet, Google, où là, j'ai continué, j'ai fait des recherches. C'est là que je me suis rendu compte de ce que je ressentais exactement, de ce qu'était ma souffrance. Réellement, j'ai réussi à mettre un mot là-dessus. Et déjà, quand on arrive à mettre un mot sur une souffrance, c'est formidable parce que déjà, c'est un grand pas en avant. Bon, ça n'a pas fait stopper ma souffrance, ça ne m'a pas fait stopper non plus de temps en temps, comme beaucoup d'entre nous, parfois cette envie malheureuse de vouloir en finir parce que on n'en pouvait plus. Mais voilà, ça m'a déjà aidé de mettre un mot là-dessus. Et puis bon, on y reviendra peut-être après un cheminement quand même assez compliqué, parce qu'il fallait oser en parler à ma femme, il fallait oser en parler à mes enfants. Je n'osais pas non plus faire ma transition dans mon travail, parce que personne ne parlait là non plus de transidentité, et que j'étais quand même un peu connu. Donc tout ça a été compliqué. Donc finalement, c'est quand même très tardivement que j'ai commencé cette transition, et pour arriver finalement à la vaginoplastie, et le fait d'être vraiment, le bonheur immense d'être enfin, comme vous le disiez au début de cet entretien, d'être enfin femme pleinement. Qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? Beaucoup de choses. Alors déjà, ce qui me tient beaucoup à cœur sur le plan familial, c'est mes petits-enfants. Bon, mais sinon, pour le reste, il y a deux choses. Première chose, c'est que je me suis imposé de partir à la retraite. Bon, je pouvais, j'avais, comme on dit, tous les mois, donc voilà, je pouvais partir à la retraite. 63 ans, je suis parti à 62 parce que j'avais accumulé tellement de congés que je n'avais pas pris, que ça me permettait de partir dès 62 ans avec vraiment une grande tristesse parce que j'occupais un des plus beaux postes de ma vie professionnelle. J'étais médiateur, on dira aujourd'hui médiatrice des antennes de Radio France. C'était vraiment formidable. Donc, en fait, c'est là que j'ai eu une grosse crainte en me disant, bon, tu vas te retrouver à la retraite et ça veut dire qu'en fait, tu vas être femme, ce que j'aurais dû être toute ma vie, parce que j'étais encore une fois dans mon esprit mais pas dans mon corps, et j'ai pas envie d'être j'allais dire une femme à la retraite dans son coin. Donc et heureusement finalement les cours que je commençais à donner, que je donnais depuis très longtemps, mais voilà, j'ai pu reprendre les cours notamment à l'école de journalisme de Sciences Po, à l'université France Télévisions et dans d'autres organismes. Et ça, c'était vraiment, ce à quoi je tenais, pouvoir continuer d'occuper ma passion du journalisme, puisque là pour le coup, ce sont des cours notamment de journalisme, et puis aussi participer au fait de faire mieux connaître la transidentité. Donc voilà, ça c'est des choses qui m'animent beaucoup en ce moment et qui me permettent finalement de m'accomplir et d'être heureuse dans ma vie de femme et professionnelle également. J'ai co-créé, maintenant je suis coprésidente
de l'association qui s'appelle Transsanté France, qu'on nous, j'allais dire, les esprits malveillants veulent absolument que notre association soit une résurgence de la SOFECT. Donc là, je dis non, non, voilà, ça n'a rien à voir. Alors évidemment, on me dit, il y a des médecins qui appartenaient à la SOFECT. Bah oui, forcément, puisque la SOFECT était une société dite savante qui regroupait, comme il y a des sociétés savantes qui regroupent des cardiologues, des spécialistes du cancer ou autres. Là, c'était une société savante qui, pendant des années, a regroupé des spécialistes de la transidentité. Bon, voilà. Sauf qu'à un certain moment, d'après ce qu'on m'a raconté, la SOFECT a considéré à juste titre qu'elle était devenue obsolète, qu'au sein de cette société, il y avait en effet des médecins qui n'étaient pas forcément les plus bienveillants qu'on puisse imaginer, et il a été demandé à un médecin qui, lui, en revanche, était très progressiste, qui avait vraiment des idées pour faire changer les choses, et un petit groupe de médecins qui appartenaient à la SOFECT, donc notamment le docteur Morel-Journel, de dissoudre la SOFECT, ce qu'il a fait, et avec un petit groupe, en effet, de médecins, encore une fois, progressistes. Il s'avérait qu'ils avaient les mêmes idées que moi, c'est-à-dire, en fait, créer une association qui regrouperait des médecins. De toute façon, on ne peut pas s'en passer si on veut faire une transition médicale, ce que tout le monde ne fait pas, donc chacun a son choix, mais on a besoin des médecins. Et puis, on voulait aller aussi plus loin, donc ça regroupe évidemment des personnes trans, c'était la moindre des choses, des familles, des associations qui nous ont rejoints et qui nous aident beaucoup justement pour faire avancer les choses, et puis également des chercheurs, des sociologues, des juristes, parce qu'en fait, c'est vraiment la base pour pouvoir faire évoluer ce parcours médical qu'à une certaine époque, en effet, on a appelé parcours officiel, mais ça, c'était un terme qui était utilisé visiblement par l'assurance maladie et la haute autorité de santé. Tout ça, il faut le balayer. Et d'ailleurs, on constate dès aujourd'hui, même si vous prenez le cas de notre président, qui ne suit plus d'une manière rigoureuse ce que nous impose encore la sécurité, l'assurance maladie. Donc voilà, donc arrêtons. Et franchement, pour moi, c'est insupportable d'associer SOFECT et Transsanté France. On n'a strictement rien à voir. La SOFECT a existé, a certainement fait des erreurs. Et ça, j'allais dire, c'est avant. Moi, je travaille pour l'avenir. Et moi, j'ai vraiment envie, et on a tous envie au sein de cette association qui regroupe maintenant quasiment 120 à 140 personnes, avec, on en parlera tout à l'heure, des contacts qu'on commence à avoir avec les autorités sanitaires, avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, pour justement faire en sorte que ce parcours médical trans soit dépathologisé, voire dépsychiatrisé par le fait qu'on n'a pas besoin d'un psy pour dire qu'on est trans, évidemment, et aussi pour sécuriser les médecins, notamment par rapport aux plaintes qu'ils reçoivent, et notamment qui vont jusqu'à l'ordre des médecins, qui n'est pas toujours, j'allais dire, très progressiste non plus. Donc il faut qu'on arrive aussi à sécuriser les médecins bienveillants qui font tout pour que notre parcours soit un parcours simple, une fois bienveillant, qui passe pas forcément par l'hôpital. Notre but, c'est véritablement de faire en sorte que ce soit les généralistes qui soient la porte d'entrée pour le parcours trans. Simplement, il y a aussi un problème de formation, et c'est là que d'ailleurs je peux vous annoncer qu'à partir de décembre, notre équipe, avec évidemment le ministère chargé notamment des universités, a mis en place, et ça débute en décembre, j'ai même les dates précises, un DIU, donc un diplôme interuniversitaire, qui sera diplômant et qui va permettre notamment aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, de suivre une formation à la transidentité pour véritablement connaître. Un petit exemple, ma médecin généraliste qui est très bienveillante, avec qui je parle de tout ça, me dit, vous savez, en fait, c'est vous qui m'avez tout appris sur la transidentité. J'ignorais véritablement, elle savait ce que c'était, mais elle ignorait notamment le parcours médical, elle ignorait en fait tout ce que ça pouvait représenter pour nous. C'est une véritable avancée, bien concrète. C'est une véritable avancée bien concrète. Simplement maintenant, pour tout vous dire aussi, cette semaine, j'ai rendez-vous au ministère d'Elisabeth Moreno, donc
égalité, ministère notamment chargé de l'égalité femmes-hommes, mais qui se préoccupe aussi de tout ce qui est question de genre. J'ai un rendez-vous qui est prévu, j'irai avec, parce que là c'est pour parler notamment du parcours des mineurs trans. Je vais avec notre secrétaire général, qui est pédopsychiatre, le professeur Metchkan de Lille. Donc voilà, on a ça. L'avantage, c'est qu'on a des compétences dans notre association et qu'on peut véritablement faire en sorte de tenter de faire avancer, puisque je sais que notamment le ministère de la Santé, donc Olivier Véran, le ministère d'Elisabeth Moreno, sont en train de mettre en place des équipes avec des associations pour demander à la Haute Autorité de Santé de véritablement remettre totalement en place un parcours qui soit en effet totalement dépathologisé et qui permette aux personnes trans de pouvoir suivre librement ce parcours et selon leur volonté, puisque tout le monde n'a pas envie d'arriver à une chirurgie. En règle générale, de toute façon, le parcours général, pour tous ceux qui veulent suivre un parcours médical, c'est au moins l'hormonothérapie. Et là aussi, il faudrait que les médecins généralistes soient formés. La mienne me disait, moi, je suis incapable de prescrire une hormonothérapie qui, en plus, est... là aussi, il y a un problème, c'est qu'elle est hors AMM, donc hors autorisation de mise sur le marché. Là aussi, il faut régler cette question. Donc, ce serait illégal officiellement, un endocrinologue qui me prescrit, par exemple, des hormones féminisantes, normalement est officiellement en infraction, puisqu'en fait, ces hormones sont destinées à des femmes, pas à des hommes de naissance. Donc, officiellement, on est hors AMM. Donc, c'est pour ça qu'en fait, des médecins se font attaquer devant l'ordre des médecins, devant également des juridictions, tout simplement parce qu'en fait, on peut les attaquer. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de faire en sorte de sécuriser les médecins bienveillants qui, en fait, prescrivent. Et sans eux, honnêtement, on peut pas s'en sortir. Alors, excusez-moi, Béatrice, je reviens sur ce que vous avez dit sur la dépsychiatrisation. Cependant, certaines personnes souhaiteraient avoir un suivi psychiatrique ou psychologique donc qui leur serait nécessaire. Vous pouvez en dire un peu plus? Alors, ça, Lisa, ce que vous dites est vraiment hyper important. Parce qu'en effet, alors on utilise le terme de dépsychiatrisation, honnêtement, c'est pour simplifier. Mais en effet, et là vous faites bien de le préciser, on n'est absolument pas contre les psychiatres ni les pédopsychiatres. Et moi, je suis la première à dire que notamment les psys m'ont aidé, notamment au début quand véritablement, encore une fois, je savais que j'étais une personne trans, sauf que dans ma vie, c'était devenu compliqué, je ne savais plus où j'en étais, et pour être honnête, c'est un moment donné où j'avais vraiment envie d'en finir. Donc voilà, dans des cas particuliers, évidemment, un psy, et puis j'ai également une psychologue qui m'a terriblement aidé. Donc il n'est pas question de les rejeter. Et quand j'entends des associations dire vraiment d'une manière basique, il faut plus avoir affaire au psy, c'est ridicule parce qu'en fait, on peut avoir besoin d'un psy. En revanche, ce qui est important de dire, c'est qu'il est évident qu'on n'a pas besoin d'un psy, comme c'est encore officiellement obligatoire aujourd'hui, même si tous les médecins endocrinos ou chirurgiens ne suivent pas ça, mais on n'a pas besoin d'un psy pour dire qu'on est une personne trans, évidemment. En revanche, on peut avoir besoin d'un psy ou d'une psy pour nous aider à nous y retrouver un petit peu dans un esprit parfois un peu encombré quand on sait plus trop où on en est, quand ça n'avance pas assez vite. Voilà, exactement comme une personne atteinte, de n'importe quel symptôme peut avoir besoin d'un psy dès l'instant qu'on a une souffrance, dès l'instant qu'on ne se sent pas bien. Ce sont des professionnels qui peuvent nous aider. Il est hors de question de les rejeter. Mais en tout cas, encore une fois, c'est pas à eux de déterminer quoi que ce soit, et encore moins, ça doit pas être sur eux que repose la responsabilité, par exemple, d'une chirurgie ou d'une hormonothérapie. C'est dans ça aussi que nous travaillons au sein de l'association, à mettre en place ce qu'on appelle l'autodétermination éclairée, où il y a une véritable responsabilité partagée, c'est-à-dire que les médecins gardent la responsabilité médicale, ce qui est logique, si une opération est mal faite, si les précautions ne sont pas prises,
évidemment, c'est de la responsabilité du médecin. Si aussi il n'a pas bien informé, par exemple, la personne trans de toutes les conséquences que peuvent avoir l'hormonothérapie ou la chirurgie, c'est de sa responsabilité. En revanche, c'est de la responsabilité de la personne trans de dire oui, je veux une hormonothérapie, oui, je veux une vaginoplastie ou une phalloplastie. Donc, il faut vraiment que cette responsabilité soit partagée. Et ça, on y tient beaucoup et on travaille là-dessus. Vous pensez que certaines associations sont un petit peu extrémistes dans le sens où elles veulent carrément effacer le psychiatre du parcours? Effacer peut-être un terme un peu extrême justement, mais alors, qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que, je trouve qu'en effet, quand tout n'est pas tout blanc ni tout noir, encore une fois, comme vous dites, effacer les psys serait vraiment même dangereux, parce que on peut avoir besoin d'une personne qui nous accompagne et qui nous vienne en aide dans des moments difficiles. Donc, et quand en effet certaines associations, c'est-à-dire radicales et extrémistes, estiment qu'on a plus besoin de psy, oui, dans l'absolu, encore une fois, pour déterminer ce qu'on est, non, on n'en a pas besoin. Mais on peut en avoir besoin comme dans n'importe quel moment de la vie, quand ça va pas bien, et que on se pose des questions, et que c'est peut-être même parfois. On revient sur les associations, c'est peut-être une vision politique qui est un peu particulière. Il s'agit peut-être de vision de notre société qui peut être différente d'une association à une autre. Est-ce que ça ne rentre pas en ligne de compte Oui, peut-être. Là, honnêtement, j'avoue que j'ai pas étudié le détail de toutes les associations, et notamment des associations que je qualifie moi de radicales. Oui, il y a certainement derrière, il peut y avoir derrière une forme peut-être politique. Enfin, honnêtement, j'en sais rien. Enfin, moi, ce que je sais surtout, c'est que ça peut nous faire beaucoup de mal, parce que bien souvent ces associations nous montent les uns contre les autres. Pour être honnête, moi j'ai rencontré à la limite plus d'hostilité parfois de certaines associations, alors pas toutes, puisqu'en plus il y en a qui travaillent avec nous et qui travaillent de manière totalement constructive et qui nous apportent en effet, qui sont le relais en fait du terrain. Et ça c'est formidable. Il y a notamment l'association Transat de Marseille, ou l'association Être qui est dans l'est de la France, ou l'association Entrans qui est dans le nord de la France, qui sont vraiment des relais, parce que nous on n'est pas une association de proximité, on n'est pas une association de terrain. C'est toute la richesse des associations de terrain, et celles qui travaillent notamment avec nous, et moi j'espère en rallier d'autres, nous apportent énormément par leur expérience de terrain. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est notamment les associations qui nous sont hostiles depuis le début, d'ailleurs, avec une hostilité que franchement, moi, je vis très très mal, parce que notamment sur les réseaux sociaux, je me retrouve attaqué sur des choses qui sont complètement fausses. Les fake news, moi qui ai toujours été... peut-être les Pardon? fake news. Ah oui, ça, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, et notamment par rapport aux attaques que je peux subir assez régulièrement. Et alors qu'à chaque fois, moi, je termine en disant travaillons ensemble. Je pense que, en plus, ce que je trouve vraiment étonnant, c'est que ces associations radicales, souvent extrémistes, qui notamment nous attaquent et m'attaquent souvent personnellement, j'ai l'impression qu'en fait, on travaille dans le même sens. C'est-à-dire qu'en fait, on souhaite tous cette dépathologisation. On souhaite tous que ce soit plus un psy qui détermine si on est trans ou pas. On souhaite tous aussi que les médecins bienveillants ne soient plus attaqués par l'ordre des médecins ou devant des tribunaux. On souhaite tous ça. Et je ne comprends toujours pas pourquoi cette hostilité parfois. Et franchement, je trouvais que j'ai jamais trouvé autant d'hostilité que finalement dans ce milieu d'associations trans. Alors qu'encore une fois, moi, je trouve qu'on devrait travailler main dans la main, puisque nos objectifs sont visiblement les mêmes. Vous acceptez le terme de communauté en ce qui concerne les personnes transgenres? Alors j'avoue que c'est un terme que, honnêtement, j'aime pas trop. Oui, moi non plus. Parce que je trouve qu'une communauté, ça referme. Oui. Et honnêtement, pour moi, il faudrait qu'on soit
considérés comme des êtres entre guillemets normaux, enfin comme des êtres dans une société. C'est-à-dire que toujours se mettre des étiquettes, mettre des classifications, vivre en communauté. Communauté, ça veut dire vivre entre nous. Et alors, encore une fois, je n'ai rien contre le fait, notamment quand on est très minoritaire, ce qui est notre cas, et que on subit des attaques, ce qui est notre cas. C'est vrai que se regrouper, c'est évidemment une force pour, un, expliquer, deux, pour lutter contre la transphobie notamment. Donc ça, c'est important. Mais il ne faut pas, par exemple, je vais vous donner des exemples. J'ai des amis trans qui se font, alors pour le coup, attaquer aussi. Ça vient, enfin de toute façon, c'est ça qui est vraiment infernal, parce que elles appartiennent à des associations de femmes, mais de femmes aussi bien cis que trans, en disant tu ou vous nous trahissez, il faudrait que vous soyez dans nos associations, des associations uniquement trans. Bah non, on a le droit d'abord d'aller où on veut, primo. Oui. Pourquoi justement ce côté hyper radical et intolérant, parce que finalement on lutte contre l'intolérance, on essaie d'être accepté, on souhaiterait que voilà, la transidentité soit acceptée par tous et considérée, encore une fois, comme étant dans une vie normale de société. Et là, on voudrait se refermer sur nous-mêmes parce qu'on est des personnes trans et ne pas côtoyer dans des associations des personnes cis. Je trouve ça ridicule et je trouve ça même dangereux parce que, encore une fois, chaque fois qu'on se regroupe dans une communauté, ça veut dire qu'en fait, on se coupe des autres. Donc, vivons au grand jour, vivons avec tout le monde, avec la société, même si, encore une fois, je précise, une communauté peut être utile à certains moments pour en effet montrer qu'on existe et qu'on a envie, voilà, d'être accepté comme on est. Notamment pour peser sur le législateur, pour faire avancer les droits humains, il faudrait peut-être un peu plus de solidarité, n'est-ce pas, entre les... Alors, totalement d'accord, totalement d'accord. Moi, je rêve qu'on se regroupe, toutes les associations se regroupent pour faire avancer les choses. C'est absolument évident. Ben, on y travaille. On a déjà eu, notamment mon coprésident, le docteur Morel Journel, Nicolas, a déjà eu une réunion là il y a quelque temps avec d'autres associations. Alors quelques-unes comprennent notre démarche et visiblement comprennent que nous sommes tous dans le même bateau. Il y en a d'autres plus extrémistes qui visiblement continuent d'avoir, en plus d'une manière, j'allais dire, que je ne comprends pas, une attitude très hostile à l'égard des médecins. Et encore une fois, moi je veux bien, mais comme j'ai répliqué à certains, je vois pas comment on pourrait bénéficier d'une vaginoplastie sans chirurgien. À moins d'avoir l'argent suffisant, puis d'aller à l'étranger. Bah oui, enfin, sauf qu'à l'étranger, ce sont aussi des médecins. Hein. Donc, oui. Cette hostilité envers les médecins, moi, je la trouve vraiment, je vais dire, stupide. D'autant plus, alors ce que je comprends non plus, honnêtement, c'est... alors, je peux comprendre par rapport aux délais qui, en France, sont vraiment devenus inhumains. C'est-à-dire, vous pouvez nous renseigner ? Pour une vaginoplastie, maintenant, il faut attendre de longs mois, pour ne pas dire de longues années. Nicolas Morel-Journel, qui est en effet certainement le chirurgien le plus réputé en France au niveau des opérations de réassignation, a des délais qui atteignent quasiment 4 ans, ce qui est inhumain. Bon, il me disait dernièrement qu'il était content d'avoir pu ajouter dans son équipe un nouveau chirurgien qu'il a formé, donc ça va réduire les délais, mais il n'empêche que c'est inhumain attendre 4 ou 5 ans. Et je comprends qu'à ce moment-là, certains soient tentés par le fait d'aller à l'étranger. D'un autre côté, quand je lis aussi la part de certaines associations sur les réseaux sociaux que les médecins français sont nuls, sont mauvais, ça existait à une certaine époque, c'est vrai. Et aujourd'hui, notamment, la chirurgienne Sarah Christofari était aussi certainement une des meilleures. Elle est allée en Thaïlande, elle est allée dans différents pays pour apprendre toutes ces techniques qui étaient en effet, à une époque, meilleures à l'étranger. Et franchement, on a de très très bons médecins, très très bons chirurgiens en France. Alors, pourquoi les dépenser des sommes terribles? Parce qu'en effet, là, on en revient encore une fois au problème d'argent et au fait que ce sont les plus riches qui peuvent se permettre d'aller à l'étranger, alors qu'en France, tout est pris en charge. On est quasiment le seul pays au monde
qui a cette prise en charge totale. Donc on a un avantage formidable, donc profitons-en. Oui, je vous coupe, mais justement, certaines personnalités qu'on voit sur les plateaux télé parlent de leurs opérations à l'étranger, et certaines critiques se font sur nos chirurgiens, nos médecins français. Et comme vous dites, c'était peut-être le cas il y a 10-15 ans en fait, et aujourd'hui le retard a été rattrapé. Et donc, qu'en pensez-vous en fait de jeter un petit peu le discrédit sur nos médecins français Pour moi, c'est totalement injuste. Alors évidemment, on arrivera toujours à trouver forcément un exemple, mais de médecins peut-être moins bienveillants, moins compétents, tout comme il y a des journalistes moins compétents, moins bienveillants, des commerçants moins compétents, moins bienveillants. Enfin, dans toutes les professions, on peut toujours trouver forcément l'exception qu'on va mettre en avant pour discréditer tous les autres. Et ça, c'est d'une injustice phénoménale, ou alors c'est parce que vraiment, on a une envie particulière de nuire. Et ça, moi, je trouve ça vraiment, encore une fois, insupportable et vraiment injuste. Alors, l'information sur la transidentité passe notamment par les associations, dont la vôtre, mais il existe aussi de plus en plus les réseaux sociaux qui apportent soutien aux personnes transgenres, transidentitaires. Donc on a plutôt une action individuelle et un peu moins collective au travers d'une association. Bon, ça peut être, c'est certainement très utile à beaucoup de monde. Qu'en pensez-vous en fait, le fait de se retrouver derrière son ordinateur, derrière un écran, pour aller à la recherche de l'information, de soutien sur les forums, sur les groupes de parole. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que les forums, les groupes de parole sont, enfin, sur les réseaux sociaux, ça peut être un appui, sauf que je regarde assez régulièrement. En plus, j'ai tout un système d'alerte qui me permet de voir. Moi, parfois, ça me fait peur parce que, c'est l'éternel problème des réseaux sociaux, c'est que il y en a quelques-uns qui peuvent dispenser des informations justes, et puis c'est là qu'on retrouve aussi des formes d'extrémisme avec des informations mais complètement fausses. Par exemple, pour tout vous dire, je lisais encore. Alors là, c'était un article. Alors je sais plus trop sur quel site j'ai lu ça. Ah bah si, c'est le Tribunal du Net, qui fait d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé très pédagogique, qui est très bien, qui fait une explication, parce que beaucoup de gens, et je le sais puisque je donne notamment, je fais des formations et je donne des cours, notamment auprès des journalistes, pour qu'ils aient une meilleure compréhension des transidentités, des gens de la non-binarité, des notions que beaucoup de monde a encore du mal à comprendre. Et quand je lis sur ce site qui essaie de faire de la pédagogie, et c'est plutôt bien fait, dire que oui, mais sauf que actuellement vaginoplastie ou phalloplastie, ça coûte une fortune. C'est là que je me dis, mais comment peut-on donner des informations aussi fausses alors que le reste est vraiment très bien fait? Et je vois ça régulièrement. Et encore une fois, comme je vous le disais, ces opérations, notamment la mienne, ne m'a coûté strictement rien, puisque c'est pris en charge par ce qu'on appelle l'ALD, LD 31. Donc voilà, c'est bien sur Internet, mais on trouve quand même des informations qui sont fausses. Et par exemple, une personne trans qui commencerait à réfléchir à justement une opération de réassignation, qui lit ça, qui va dire mais j'ai pas, ça doit coûter très très cher. En effet, une opération, je crois que ça coûte à peu près, c'est de l'ordre de 12 000 à 15 000 euros. Mais j'ai jamais déboursé ça. Ça a été pris encore une fois en charge par l'assurance maladie. Donc arrêtons de dire aussi des choses fausses. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant que les personnes qui sont concernées par cette situation, on se renseigne sur Internet, on l'a tous fait, hein, mais en faisant encore une fois attention aux fausses informations, aux informations très orientées qui peuvent être dites. Et en revanche, ce qui reste pour moi aussi fondamental, c'est ce qu'on appelle les associations de proximité, les associations de terrain. Alors là aussi, il y a des associations radicales. Moi, je sais que j'en avais fréquenté une qui s'insurgeait contre le fait que j'étais suivi par des médecins hospitaliers, et notamment que je faisais ma vaginoplastie dans un hôpital de l'AP-HP. Oui, sauf que ça c'est très bien fait.
et que j'ai connu aucune difficulté, et qui donc avait véritablement une optique très très orientée, très intolérante, mais il n'empêche que de bonnes associations qui font aussi des groupes de parole et autres peuvent aider d'une manière fantastique des personnes qui sont en pleine phase d'interrogation, qui ne savent pas trop comment s'en sortir. Ça va les aider forcément à avoir des réponses. On peut se sentir seul chez soi face à un problème qui est aussi important, et peut-être que d'avoir comme seule source de renseignement Internet, comme seule personne avec qui discuter, donc au travers d'un écran. Parfois on a besoin de contacts humains réels, et alors c'est une tendance aujourd'hui de plus en plus, surtout depuis l'apparition de la crise sanitaire, mais on constate quand même des problèmes psychologiques de plus en plus importants liés à la solitude. J'aimerais que l'on en parle, puisque la transidentité, c'est un sujet qui est quand même très très important. On a besoin de soutien de sa famille, on a besoin de professionnels, mais on a aussi besoin de se toucher, de se voir. Et peut-être que se retrouver derrière un écran, c'est apporter un petit peu de virtuel à une situation qui, elle, est bien réelle. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que de toute façon, rien ne remplace le contact humain et le fait de se voir, de pouvoir se parler avec un vrai contact humain et pas par l'intermédiaire d'écran. Mais certaines personnes ont du mal à sortir de chez elles. Enfin, on le constate. Moi, je me suis dit que pendant le confinement, notamment pour beaucoup de personnes trans, et on a tendance évidemment à rapporter le problème à soi-même, et je me disais, en fait, pour certaines qui n'ont pas encore franchi l'étape du coming out, notamment par exemple dans la famille. Moi, je sais que j'ai pu tenir aussi pendant pas mal d'années le fait, lorsque je me retrouvais seul chez moi, de pouvoir vivre ma vie, de femme, en mettant des habits féminins et en ayant des instants, ce que j'appelle mes instants de survie en quelque sorte. Là, je me dis, quand dans le confinement, on se retrouve en couple sans, là pour le coup, de moments où on peut être seul, où on peut sortir seul aussi dans le genre qui est le sien. J'avoue qu'honnêtement, ça doit être très compliqué. Donc ça, déjà, c'est un exemple. Pour le reste, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Moi, j'avoue avoir participé à des dîners d'une association avec d'autres personnes trans qui, à un moment donné, où en effet, pour moi, c'était devenu vraiment très compliqué de vivre, déguisé en homme. Ça m'avait apporté beaucoup. Donc, je pense que le plus important, c'est encore une fois de pouvoir communiquer. Et le mieux, c'est de pouvoir rencontrer là aussi des personnes, et notamment des personnes trans, qui vont vous aider à pouvoir mettre de l'ordre dans vos idées et aussi vous aider dans votre cheminement. Beaucoup de transitions ont démarré ainsi dans les groupes de parole des associations. Pour la première fois, vous osez. Et parce que vous osez, pourquoi? Parce que vous avez en face de vous des personnes bienveillantes et qui sont dans votre aussi problématique. Donc on s'y retrouve, et a priori la crainte de sortir en plein jour diminue avec des personnes bienveillantes. Exactement. C'est pour ça que le contact humain, pour moi, ça reste le principal. Alors aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de personnes transgenres dans les médias, la télévision, dans les émissions. Toutes les semaines, il y a une émission qui parle de la transidentité. Donc c'est bien pour la visibilité. Qu'en pensez-vous? Ah bon, moi je trouve que c'est vraiment très très bien, parce que encore une fois, ce qui est problématique, c'est que on a l'impression, et d'ailleurs on le lit malheureusement, notamment dans les tribunes hostiles, on a l'impression que la transidentité, voire on peut y ajouter aussi la non-binarité, même si ce sont deux choses qui ne sont pas forcément ensemble, mais que ce sont des notions nouvelles, que c'est un phénomène de mode, que c'est une espèce de lubie, de caprice, notamment on parle de ça pour les enfants. Eh bien non, c'est simplement en effet le fait de ne pas se sentir bien dans le genre qui a été attribué à la naissance. Donc c'est important d'en parler, parce que plus on en parlera, alors il ne faut pas non plus arriver à saturation,
ce serait contre-productif. Mais il faut qu'on en parle et d'une manière, j'allais dire, totalement posée, expliquer ce que nous sommes, qu'on n'est pas des monstres, encore une fois, qu'on n'est pas là, contrairement à ce que certains pensent, pour parler un peu vulgairement, pour foutre en l'air la société. Non, voilà, on a autant le droit que les autres d'exister dans cette société. Donc simplement, en règle générale, la peur, la haine, comme le disait le philosophe Averroès, qui est d'ailleurs en exergue de mon livre, en fait, la peur suscite la haine et la haine suscite la violence. Donc la transphobie, ça vient de là en fait, ça vient d'une méconnaissance. Et quand on connaît pas, on a peur de l'autre, et c'est vraiment là que c'est insupportable. Donc parlons-en. Il y a eu des super reportages, des super documentaires. Petite fille, notamment passée sur Arte, en est un exemple. Envoyé spécial a fait aussi un super reportage avec un enfant, une petite fille et un garçon ado. Voilà, il y a des films qui sont super. Il y a des téléfilms là, qui s'annoncent prochainement. Moi, je pense que c'est bien pour aider à la compréhension. Alors, il y aura toujours des gens obtus, des gens là aussi radicaux, mais dans l'autre sens. Tout comme souvent c'est d'ailleurs à peu près les mêmes, hein, les racistes, ceux qui ont peur des migrants, ceux qui ont peur d'ailleurs de tout ce qui n'est pas dans leur habitude, dans leur vie quotidienne. Et c'est ce manque d'ouverture qui crée malheureusement la haine, l'hostilité. Donc continuons d'en parler, faisons en sorte que les gens nous connaissent mieux et sachent encore une fois qu'on fait pas ça pour les embêter, pour être différent, pour le plaisir d'être différent. Non, simplement voilà, c'est une réalité. Il faut l'accepter, il faut nous aider, il faut aussi nous aimer, voilà. Et les personnes transgenres aujourd'hui prennent leur place dans la société, au travail, dans les associations, dans la politique notamment, avec Mariko, la première maire transgenre de France, et qui postule donc la présidentielle. Il lui faut, rien n'est fait, il lui faut encore 500 signatures d'élus. Je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui, mais donc c'est intéressant, c'est important, non? Ah oui, moi c'est important. Mariko, je connais bien, m'avait téléphoné avant de se lancer dans, j'allais dire, dans ce défi. Donc on en avait très longuement discuté. Je trouve que c'est très courageux de sa part. Bon, soyons honnêtes, je pense pas qu'elle va, même si elle a les 500 signatures, je pense pas qu'elle ferait un score fantastique. Mais je trouve ça courageux de sa part parce qu'en fait, déjà, elle a démontré en tant que première maire trans à Tilloy-les-Marchiennes, donc dans le Nord. Là aussi, il y a une visibilité qui se montre encore plus là sur l'aspect politique, d'une personne politique qui voilà. Moi simplement, encore une fois, j'en reviens toujours à la même idée, c'est que une personne trans, fondamentalement, ça reste une personne, un être humain. Donc il n'y a aucune raison de rejeter cette personne. Et le fait qu'elle veuille s'investir, notamment en tant que candidate à la présidentielle, je trouve que elle aura une force de témoignage, une force pour montrer qu'une personne trans, encore une fois, peut être candidate. Il n'y a pas de raison que elle vit une vie classique, hein, elle a une vie familiale, qu'elle a une vie politique, qu'elle a une vie professionnelle. Et je trouve que en termes d'illustration, en termes d'image, c'est fantastique. Et encore une fois, c'est courageux parce que c'est pas facile quand on appartient à une forme de minorité qui en plus est beaucoup fustigée, de se lancer comme ça publiquement et au niveau national. Oui, je pense que c'est la première fois que ça arrive en France. Dans d'autres pays, la présence des hommes et des femmes transgenres est peut-être un peu plus importante. Je pense notamment aux États-Unis. En Allemagne, il y a il y a pas que... 2 personnes trans qui viennent d'être élues au Bundestag. Oui. Donc on a un petit peu de retard encore. C'est comme d'habitude. Oui, si on voit aussi les États-Unis, hein, aux États-Unis, des personnes trans ont été aussi élues dans différentes institutions politiques. Il y a même de mémoire, on dit pas ministre chez eux, mais
une vice-ministre trans aussi. Donc voilà, en fait, dans certains pays, ça avance peut-être un peu plus vite que chez nous en termes d'image et de reconnaissance, et le fait de permettre à des personnes trans d'accéder à des postes, je veux dire, plus en vue. Bref, ça évolue dans le bon sens. Cependant, la discrimination reste encore importante. Bon, alors je vais peut-être être un peu provocatrice. Les personnes cisgenres, alors cisgenres, c'est les personnes qui sont pas transgenres. Donc vous pourrez peut-être le définir plus tard. Aiment regarder les personnes transgenres à la télé, ça reste très intéressant, etc. Mais dans la vraie vie, elles dérangent. Bon, est-ce qu'il y a encore ça qui... Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, oui, mais on en revient, oui, à cette question, c'est une méconnaissance. Mais exactement, mais vraiment exactement comme l'homosexualité, dire il y a 40, 50 ans, 60 ans, qui était marginalisée, alors que l'homosexualité ou la transidentité, c'est pas tout neuf. Je peux vous citer dans la mythologie grecque, on trouve des situations de transidentité. L'homosexualité, c'est pas non plus tout neuf. Simplement, il y a 40, 50 ans, on a commencé à en parler parce que l'homosexualité est devenue visible. Et justement, cette visibilité, dans un premier temps, tristement, a provoqué des formes de rejet. Heureusement, maintenant, l'homosexualité, à la limite, on n'en ferait plus des reportages. On fait des reportages sur la transidentité, et c'est très bien, encore une fois, pour populariser et faire en sorte d'en parler. Mais l'homosexualité est rentrée dans les mœurs. Malheureusement, il y a encore de l'homophobie, ça c'est sûr. Mais voilà, et moi je pense que à la longue, on va suivre ce cheminement de l'homosexualité qui est devenu visible, qui globalement, encore une fois, est accepté. Il n'y avait pas de raison de pas l'accepter, sauf bon, il restera toujours des personnes, encore une fois, à l'esprit très fermé et très petit. Mais maintenant, heureusement, voilà, l'homosexualité n'a plus un caractère particulier. C'est plus comme certains l'ont considéré un phénomène de mode. Non, c'est ce que vivent des gens. La transidentité, encore une fois, j'ai bon espoir que dans 10 ans, c'est un peu ce que je me suis dit, mais bon, c'est pas moi qui décide. Dans 10 ans, là aussi, on sera comme le cas de l'homosexualité, même si ça n'a strictement rien à voir. On sera aussi accepté et non plus regardé d'une manière bizarre ou différente. Donc, nous avons les personnes homosexuelles, personnes gays, lesbiennes, les personnes transgenres, les personnes non binaires, les personnes queer, etc., etc. Donc, on regroupe tous ces termes sous le nom LGBTIQ+, etc., etc. Alors, ça peut être un peu parfois compliqué, et les journalistes s'en mêlent un petit peu les pinceaux parfois, surtout quand on parle de non-binarité, c'est pas encore tout à fait bien compris. Est-ce que vous pourriez nous éclairer? En fait, alors ce qui peut un peu nous troubler, c'est aussi ce mélange et le fait qu'on se retrouve dans LGBT, etc., qui sont souvent des orientations sexuelles. Alors il faut quand même, ça aussi, beaucoup de gens ont du mal à comprendre que la transidentité n'est pas une orientation sexuelle. Donc, mais c'est très bien qu'on soit regroupés, hein. Je n'ai strictement rien contre, mais simplement, là aussi, régulièrement, et notamment dans les formations que je peux assurer, il faut à chaque fois rappeler qu'il y a une totale différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ça, il faut à chaque fois le repréciser. Et puis maintenant arrive aussi cette notion que, alors pour certains, on a l'impression que c'est tout nouveau. Non, ça a toujours plus ou moins existé. Hein. La non-binarité, là aussi, il faut pas tout mélanger parce qu'il y a des personnes trans qui sont binaires, c'est mon cas, et puis il y a des personnes trans qui sont non-binaires. Donc ça veut dire en fait qui, on va dire pour simplifier, fluides, c'est-à-dire qui passent d'un genre à un autre, sans considérer être fondamentalement dans l'un des deux genres. Donc voilà, alors je comprends, et c'est bien pour ça notamment que j'ai commencé toute une formation pour, et notamment la demande de Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, une formation pour les journalistes de France Télévisions, j'en donnais une la semaine dernière, pour faire en sorte d'éviter ces erreurs
ces confusions, ces mélanges entre toutes ces notions. Encore une fois, quand on ne connaît pas bien, peut susciter d'abord des erreurs et puis éventuellement des rejets. Alors, peut-être il faut en parler. On a le mouvement queer, si je ne me trompe, qui est très actif dans le monde anglo-saxon depuis 2014. Enfin, bon, il faut bien donner une date. Et ce mouvement, donc tout à fait contemporain, dérange certains groupes politiques ou religieux, très ancrés dans une vision exclusivement hétéronormée. Alors, c'est vrai que on constate aujourd'hui que la jeunesse est beaucoup plus tolérante vis-à-vis du genre. Elle est plus fluide, on le voit notamment à l'université, et ils acceptent leur non-binarité. Est-ce que c'est un mouvement de fond? Ça signifie quelque chose sur l'avenir de notre jeunesse? J'allais dire oui et non. Sociologiquement, oui, certainement. Oui. Mais n'empêche, alors d'abord petite précision, quand on parle de terme queer, en fait, queer c'est un terme quand même générique qui regroupe toutes les personnes qui ne se retrouvent pas justement dans l'hétéronormalité de la société. Donc voilà, c'est vraiment un terme générique pour regrouper tout cela. C'est vrai que comme on en parle un petit peu plus, on a l'impression là aussi que ça prend de l'importance et ça fait peur, notamment à tous les idéologues assez réactionnaires qui ne jurent que par une société, en effet, hommes, femmes. Moi j'ai bien eu aussi hétéronormé, c'est ça le terme consacré. Hétéronormé, c'est ça le terme consacré. Voilà, exactement. Okay. Et moi, j'ai eu des réactions de personnes très catho, me disant, on comprend pas. Dieu a fait homme et femme. Voilà, il peut exister que ça. On est homme, on est femme, et on va pas changer ce que Dieu a fait. Bon, d'accord. Mais là, on est vraiment dans, alors là, pour le coup, une espèce d'idéologie religieuse, mais il y a une idéologie politique aussi. On ne veut rien changer. On estime qu'une société doit rester selon des normes les normes patriarcales, par exemple, les normes en effet hétéro, et tout le reste dérange la société. Et il faut lutter contre ça. Bon, c'est encore une fois une forme d'intolérance qui en effet existe, et on le voit dans des tribunes, on le voit dans des pour ne pas le citer, Zemmour est quand même un peu le chantre de tout cela en France. Et c'est horrible en effet de vouloir rejeter une partie de la population parce qu'encore une fois la société est faite de différences, est faite de diversité. Et ça, que ce soit Zemmour ou tous ceux qui le suivent, c'est la même chose. Pour eux, c'est vraiment il ne faut quasiment que des hommes blancs. Priorité en effet au sexe masculin, au sexe fort. On est vraiment dans des notions, de siècles passés. Et voilà, c'est des gens qui sont vraiment tournés vers le passé et pas du tout vers l'avenir. Et encore une fois, vers la tolérance d'une société ouverte et multiple. D'un côté, le droit avance, le respect des personnes transgenres avance, mais de l'autre, les intolérants s'expriment de plus en plus bruyamment. Oui, c'est malheureusement une question de lutte permanente. Et oui. C'est vrai que ces derniers temps, on a pu voir dans la presse des reportages ou des enquêtes ou des tribunes scandaleuses. Il y a quand même eu Valeurs Actuelles. Bon, c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à mieux de ce journal, mais et Valeurs Actuelles. Il y a eu même Charlie Hebdo. J'avoue que je n'ai pas très bien compris que ce journal plutôt progressiste puisse défendre des thèses transphobes, et pourtant ils l'ont fait. Il y a des livres aussi, comme le dernier qui est sorti là de l'universitaire Claude Habib sur la question trans, et qui est véritablement pas non plus très très évolué, qui visiblement a une méconnaissance totale de la transidentité. Tout comme il y a eu cette tribune publiée dernièrement donc dans l'Express d'experts, soi-disant, de spécialistes, comme en effet des psychiatres, des psychanalystes. Il y a même Elisabeth Badinter qui s'est commis avec ses signataires, Xavier Emmanueli,
mais des gens qui visiblement ne connaissent rien à la réalité de la transidentité. Et là, en l'occurrence, s'en prenait aux mineurs trans avec des contre-vérités mais extraordinaires, en disant qu'en France, on opérait les enfants. De toute façon, c'est interdit, c'est pas possible. On les hormonait quasiment dès leur plus jeune âge. Ça aussi, c'est pas possible. Il y a bien les bloqueurs de puberté, mais c'est lorsque la puberté arrive. Donc en fait, avec plein de contre-vérités, ce qui est vraiment affolant, où Zemmour et d'autres qui s'en prennent à la circulaire du ministre de l'Éducation nationale, Blanquer. Alors elle n'est pas parfaite, cette circulaire, mais au moins pour la première fois, il y a des conseils qui sont donnés aux enseignants et aux responsables d'établissement pour l'accueil des jeunes trans. Et ça, c'est formidable. Là aussi, la France n'était pas très en avance là-dessus. Et là, ça se fait. Donc, c'est vraiment des bonnes choses. Après avoir publié mon livre, il y a même pas encore un an, j'ai reçu des centaines de messages, tous bienveillants d'ailleurs, j'ai de la chance, tous, quasiment tous, et qui là beaucoup émanaient d'enseignants qui me disaient, et surtout d'enseignantes, qui me disaient, c'est formidable avec votre livre, j'ai compris ce qu'était la transidentité. Alors certaines avaient déjà été confrontées à des jeunes trans et ne savaient pas du tout comment s'y prendre. D'autres n'avaient pas encore été concernés, mais ne connaissaient pas la transidentité, savaient pas ce qu'elle était réellement. Donc voilà, c'est toujours une question de connaissance et de faire en sorte que tout cela puisse avancer. Voilà, sur le terrain judiciaire, que se passe-t-il aujourd'hui face à ces transphobes Ouais. Ce qui est sûr, c'est que la transphobie est condamnable et condamnée. Ça, c'est sûr. Bon, il y a eu notamment des actes transphobes violents. Il y a aussi la proposition de loi de la députée LREM Laurence Vanceunebrock, avec qui j'ai beaucoup discuté d'ailleurs, contre les thérapies de conversion. La version Assemblée nationale a été votée et c'est un grand pas en avant aussi. Donc il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui sur le plan législatif, notamment il y a la loi aussi de 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a aussi facilité notre changement d'identité, notre changement d'état civil. Mais là aussi, il va falloir continuer à travailler là-dessus, parce que il y a eu une super avancée en fait, avec le fait qu'on soit plus obligé, ce qui est quand même fou, jusqu'en 2016, il fallait qu'il y ait une forme de stérilisation, puisque une vaginoplastie ou une phalloplastie, c'est une forme de stérilisation, pour pouvoir bénéficier d'un changement d'état civil. Il fallait aussi passer par un avocat, où là aussi, on retrouve toujours l'éternel problème de l'argent. Les personnes les plus fortunées peuvent se le permettre, pas tout le monde. Maintenant, c'est fini, on n'a plus besoin d'un avocat. Donc voilà, il y a des avancées qui se sont faites, mais là aussi la question qu'on peut se poser, et même Jacques Toubon, le précédent défenseur des droits, et sa successeur ont mis en avant le fait que il y a rien de contestable dans le fait que la personne qui se considère dans un genre, et on va dire sur le plan légal dans un sexe différent, il y a qu'elle pour déterminer, pas besoin d'un juge pour déterminer, un peu comme on n'a pas besoin d'un psy pour déterminer qu'on est une personne trans, on n'a pas besoin d'un juge pour déterminer qu'on est une personne trans et qu'on peut changer son état civil puisqu'on se considère être ainsi. Donc voilà, il y a encore pas mal d'évolutions qui peuvent se faire. Et puis puisque vous parliez de transphobie, aussi un point important à noter, c'est que en fait, bon, j'ai un peu étudié cette question, j'en ai beaucoup discuté avec notamment ma psychologue de l'hôpital Tenon. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'en fait, la transphobie et les actes transphobes violents ne touchent que les femmes trans. Donc, on retombe dans une forme de sexisme, de misogynie, et on a pas mal étudié la question. Et en fait, là aussi, dans notre vie quotidienne, il y a cette forme de sexisme que l'on vit avec quelque chose, j'allais dire quasiment ordinaire, mais qui vient qu'en fait, notamment de la part des hommes, alors tous les hommes ne sont pas transphobes, mais les hommes, et ça je l'ai vraiment vécu, alors même chez des personnes qui me sont proches, chez des amis, des confrères, c'est qu'en fait les hommes ont du mal, encore plus de mal que les femmes, à comprendre la transidentité, notamment la transidentité féminine. Pour eux, ça semble, alors vous imaginez après pour des gens qui sont totalement intolérants, ce que ça peut représenter, pour eux, ça semble inconcevable qu'un homme né homme
puissent se sentir femmes et puissent finalement passer par la chirurgie, par l'endocrinologie ou la chirurgie pour être vraiment elles-mêmes, c'est-à-dire en fait une femme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le syndrome de la castration. C'est qu'en fait ils ne supportent pas, et ce que je dis un peu en plaisantant mais pas très loin de la réalité, c'est qu'en fait beaucoup d'hommes n'acceptent pas qu'on quitte la caste des maîtres du monde pour rejoindre le sexe faible. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que pour nous, femmes trans, c'est encore plus dur que pour les hommes trans en termes de transition et d'acceptation. Donc il y a une véritable différence sur ce point entre les hommes transgenres et les femmes transgenres. Et vous ne craignez pas de les choquer un petit peu en disant que nous, on a... Voilà, je choquais les hommes transgenres en disant ça, qui vous répondront, nous aussi, on est... voilà. Non, parce qu'en fait, c'est une réalité. C'est une réalité, tout simplement. D'accord. Et j'allais dire, moi j'en reviens, je suis journaliste, hein. Moi toute ma vie j'étais animé par le fait de dire la vérité, de défendre la vérité et de donner des faits. Et après on réfléchit sur les faits. Là je peux vous dire que c'est vraiment des faits, notamment quand j'ai annoncé mon coming out. Ce qui est étonnant, même avec des amis très proches ou même des hommes de ma famille qui sont ouverts, hein, qui sont très tolérants, mais il n'empêche que intérieurement, quelques-uns je suis quand même allé les questionner en disant mais c'est étonnant, tu ne me rejettes pas, mais simplement je sens qu'il y a une espèce d'incompréhension, voire de gêne, parce qu'en fait la plupart des hommes ne m'ont jamais posé de questions véritablement sur mon cheminement ou autre. Et en effet, il y a une véritable gêne. Alors, quelques-uns ont reconnu qu'en effet, pour eux, c'était... J'ai notamment reçu la lettre d'un ami journaliste, qui n'habite pas dans la région parisienne, donc il m'avait envoyé un petit mail en me disant « Je suis désolé d'avoir mis plusieurs mois à te répondre, mais parce qu'en fait, pour moi, c'était inconcevable. Pourtant, comme il disait, je suis journaliste, donc ouvert, tolérant, acceptant... les évolutions éventuelles de la société, si on peut dire ça. Et je comprenais pas, je t'ai connu pendant des années homme, qu'en fait, tu sois une femme, et je comprends pas. Et moi qui joue au rugby dans un monde très viril, c'est encore plus difficile d'imaginer ça. Et il se faisait un peu, il réfléchissait sur lui-même aussi, sans m'avoir rejeté ni quoi que ce soit, mais il reconnaissait que pour lui, et donc c'est valable pour beaucoup d'hommes parce que je l'ai vraiment rencontré, cette incompréhension d'être une femme trans, et j'allais dire d'être une femme. C'est typique de l'homme alors, ce comportement, cette gêne vis-à-vis des femmes transgenres. Bien sûr, il n'est pas question de faire une généralisation. Oui. Mais en tout cas, est confirmé notamment par ma psychologue et d'autres psys, il y a vraiment ce phénomène de syndrome de castration, en fait, qui fait que, et même certains m'ont dit, notamment dans certaines formations que je peux donner, qu'intérieurement, tout en touchant un peu leur bas-ventre, en disant quand vous nous parlez de ça, on a du mal, parce que forcément on s'identifie toujours un peu à la personne avec qui on est, et pour eux-mêmes, à la limite, ça leur faisait presque mal. Donc, et encore une fois, c'était pour des personnes ouvertes et prêtes à mieux comprendre la situation. Alors, vous imaginez je repense à l'épisode de la jeune Julia lors d'une manifestation à Paris qui s'était fait insulter, brutaliser, et d'ailleurs ses agresseurs ont été condamnés parce qu'elle était femme trans. Et que ils avaient. C'était une des premières fois où ce genre d'affaire était médiatisé, non? Tout à fait, et heureusement qu'elle était médiatisée parce qu'en fait, c'était tellement scandaleux, horrible. Mais on a fait quelques recherches, encore une fois avec ma psychologue, et franchement, on ne trouve aucun acte violent transphobe qui touche des hommes trans. Alors, ça existe, hein, j'ai lu des témoignages dans certaines. Je sais que j'avais lu témoignages notamment dans une caserne de pompiers. C'est-à-dire en fait ça revient toujours dans des mondes assez virils, c'était dans une petite commune,
ont des actes transphobes, mais par la parole en fait, ou par le rejet, mais des actes violents par des actes violents, destructeurs, qui blessent, et pas simplement par des paroles. En fait, on n'en trouve que pour malheureusement les femmes trans. Et on revient toujours dans cette finalement dans cette société patriarcale où l'homme, le côté viril, continue de s'imposer. Et c'est pas uniquement mon côté féministe qui dit ça. Un sujet un peu plus léger, encore que on parle de l'écriture ou du parler inclusif, notamment dans le milieu scolaire, universitaire, mais pas que. Donc ça fait débat à l'Assemblée nationale, où ça l'a fait. Bon, alors vous êtes pour, contre le parler ou l'écrit inclusif ou l'écriture inclusive? Bah, sur le principe, évidemment, je suis pour. Oui. Simplement, le problème, c'est que c'est notre langue, c'est la langue française qui est très complexe et très genrée. Ouais. Par exemple, il y a peu de temps, j'étais dans un festival féministe de l'association, l'ONG internationale Empower, et je participais à un débat avec une femme d'origine iranienne, non binaire, et on a évoqué cette question. Et c'était intéressant parce qu'en fait, elle me disait, bon, elle est anglophone aussi, pour me qualifier quand je parle en anglais et quand je suis dans la langue anglaise, il n'y a pas de souci. En fait, tous les soucis viennent quand je suis dans la langue française. Parce qu'en effet, la langue française est hyper genrée. Il, elle, un point c'est tout. Alors, on a créé le IEL, qui est quelque chose que je trouve très bien, mais alors le temps que ça arrive à s'imposer dans la société, ça va mettre quand même beaucoup de temps. Et en plus, il y a aussi le phénomène de l'écriture inclusive, que moi j'utilise, mais qui est très compliqué à l'oral. Parce qu'en fait, quand vous mettez, par exemple, tout avec un S, c'est imprononçable à l'oral. Donc c'est vraiment l'écriture inclusive, oui. À l'oral, comment fait-on? C'est là que ça devient vraiment compliqué. C'est pour ça que, par exemple, on peut dire en écrivant bonjour à tout S. Mais tout à l'heure, j'ai bien été obligé, j'ai bien dit bonjour à toutes et à tous parce que l'inclusivité, je la considère comme ça, en mettant les deux, ce qui me semble tout à fait logique et normal. Mais on peut pas utiliser l'écriture inclusive en langage parlé. Oui, moi j'avoue que c'est un débat qui est important, qui est intéressant, mais là encore une fois, je pense qu'il faut pas non plus sombrer dans une espèce de caricature et de radicalisme qui sera contre-productif. Là, même parmi les gens que je côtoie, qui sont encore une fois très ouverts, très tolérants, il y en a beaucoup qui sont archi contre l'écriture inclusive, en disant que c'est d'une complexité sans nom, mais encore une fois parce que c'est lié à la langue française qui n'est pas du tout prévue pour ça. Donc oui, avançons. Moi, je n'ai strictement rien contre, mais considérons que c'est quand même compliqué pour beaucoup. Encore une fois, moi, je l'utilise systématiquement, mais pour certains, il va falloir du temps pour s'y mettre. Et puis encore une fois, moi, je maintiens que sur le plan oral, pour l'instant, c'est imprononçable. C'est compliqué. Ou alors, dans ce cas, on va vraiment s'isoler de tout le monde et créer, comme on le disait tout à l'heure, on va créer vraiment une communauté particulière avec un langage particulier, ce qui pour moi n'est pas souhaitable. Il faut qu'il y ait un langage universel. Mais les choses vont évoluer. Moi, je me suis battu en tant que médiateur des antennes de Radio France, notamment sur la féminisation des noms. Ça aussi, c'était un grand combat qui n'est pas terminé encore. Je disais encore de la part d'un de mes amis sur Facebook, journaliste, très tolérant, mais qui s'en prenait au fait qu'on dise une médecin. Oui, comment dire autrement, une doctoresse. Oui, d'accord, mais c'est un mot qui est tellement obsolète, on n'utilise plus du tout. Puis encore une fois, on dit plus un docteur, parce qu'un docteur, on peut être docteur en droit, on peut être docteur en médecine, on peut être... Voilà, ça veut rien dire. Pour moi, c'est un médecin. Donc dire une médecin, je trouve ça très très bien. Quand on ne peut pas véritablement féminiser, on va pas dire une médecine. Une médecine a un autre sens. Donc voilà, la langue française, c'est une langue hyper complexe qui nécessite des évolutions, ça c'est sûr.
il faudrait créer un genre neutre qui malheureusement n'existe pas. Le genre neutre, il n'existerait pas dans d'autres pays? Ah bah oui, le genre neutre, par exemple, dans la langue anglaise, tous les mots sont neutres en fait en quelque sorte, hein, puisque il n'y a pas le ou la. Et oui, puisque vous parlez du genre neutre, ça rejoint la mention sur la carte d'identité, ce papier d'identité. Vous avez la mention homme, femme. Dans certains pays, il existe déjà la mention comment dit-on, indéterminé, neutre. Enfin, on a d'autres choix que homme-femme. Voilà. Et je crois qu'en France, on ne veut pas avancer sur cette piste-là. Bah, en France, de ce point de vue-là, on est encore très très conservateur. Et par rapport à ce que vous disiez, alors j'ai remis mes lunettes parce qu'en fait, je ne connais pas tout par cœur. Mais par exemple, si on prend le cas du Danemark, hein, depuis 2014, de Malte, de l'Irlande depuis 2015, de la Norvège depuis 2016, et aux Pays-Bas, ce sera en 2024, il est prévu que la notion et la mention du sexe va disparaître des papiers d'identité. Donc, il y a des pays qui commencent à avancer. La France, de ce point de vue-là, encore une fois, qui est très ancrée dans des principes en effet très hétéronormés, va avoir pas du mal. Il faut se battre, hein, il faut qu'on continue à se battre pour faire avancer les choses. Petit à petit, je pense qu'on va y arriver, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est peut-être juste aussi une histoire de blocage au niveau du code civil. Depuis que Napoléon donc a inventé notre code moderne, code civil. Voilà, notre code civil, où on voit partout quand même la notion de sexe déjà, le terme est employé, et qu'il y a des verrous dans le droit qui empêcheraient toute modification, qui deviendrait à la limite, j'en sais rien, anticonstitutionnel, voilà, à haut niveau, qui fait qu'il y a un blocage. Est-ce que c'est ça aussi qui pose problème? Oui, c'est sûr que de toute façon, il faut que on a en effet un droit qui est enfin, le droit peut évoluer aussi. Hein. Le droit peut évoluer, mais en ce sens, ce que je veux dire, c'est que il peut évoluer, mais ça paraît compliqué aujourd'hui, tellement il y aurait de modifications à apporter. C'est la question qu'on peut se poser. Oui, enfin, je suis pas juriste, oui. Hein, mais je sais qu'en effet, hein, on est ancré dans ce fameux code civil. Bon, il y a des choses quand même qui ont évolué depuis, hein. Oui. Mais il faut qu'il y ait cette volonté politique, juridique, de faire avancer les choses. On voit sur des tas de choses, hein. Par exemple, si on prend même, on va changer un petit peu, mais si on prend la loi bioéthique qui vient d'être adoptée, oui. Qui est entrée en application en août dernier, qui propose vraiment beaucoup d'avancées, notamment sur la PMA, nous, personnes trans, on était complètement oubliés. Et la PMA est encore quasiment impossible en France pour des personnes trans. Et ne parlons pas non plus de la reconnaissance des mamans trans, donc qui sont nées hommes. Et pour l'instant, la filiation pose aussi encore des problèmes. Donc, sur le plan du droit en France, il y a encore beaucoup de choses à faire évoluer. Ça, c'est absolument évident. Il y a beaucoup de combats judiciaires aussi. Exactement. Oui. Peut-être que l'Europe, sur ce point de vue-là, peut nous aider. Parce que vous avez des instances qui sont les droits de l'homme, hein, des instances qui imposent des modifications de notre droit, donc qui imposent aux États des modifications du droit par rapport aux droits humains. Et tout à fait, la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, a déjà imposé à la France pas mal de rectifications. Heureusement que l'Europe existe. Tout à fait. Moi, je suis totalement pro-européenne, ça c'est évident. Et c'est sûr qu'encore une fois, c'est toujours une question, j'allais dire, d'ouverture. Hein. Oui. Le fait de rester fermé, comme certains partis politiques le souhaiteraient, sur une France, une petite France. Ou comme Éric Zemmour, pour ne pas le citer. Voilà, par exemple. Enfin, toute l'extrême droite, voire parfois l'extrême gauche aussi, qui voudrait plus d'Europe et vivre vraiment refermé sur soi-même.
Bah oui, évidemment, dans ce cas-là, on est dans une société qui n'avance pas, alors que l'avantage d'être européen permet aussi, grâce à des institutions, de faire avancer, de faire progresser la société. Et notamment, la Cour européenne des droits de l'homme a permis et continue de permettre certaines avancées. De ce point de vue-là, ça c'est incontestable. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Béatrice? Parce qu'on en a pratiquement terminé. Non, encore une fois, moi, ce qui me semble vraiment important, et une fois de plus, hein, Lisa, je vous remercie de m'avoir permis de témoigner. Mon vrai souci, mais comme vous, hein, c'est de faire avancer notre cause, pas forcément avec un militantisme, encore une fois, radical, extrémiste, qui est contre-productif. Moi, je veux simplement que notre question, la question trans, avance tout à fait normalement dans une société qui, il faut le reconnaître, découvre quelque chose qui n'est pas nouveau pourtant, mais parce qu'on n'en parlait pas, découvre la transidentité, la non-binarité. Donc il faut simplement qu'on en parle, il faut simplement faire en sorte que ce soit connu, reconnu, et puis encore une fois, vraiment mon souhait, c'est que dans 10 ans, ce style d'interview intéressante n'aura plus lieu d'être, et que nous serons rentrés comme des gens classiques, hein, des hommes, des femmes, on sera rentré dans la société et qu'on sera accepté comme n'importe quel membre de la société humaine. D'accord. Bon, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, Béatrice. Merci, Lisa. J'ai eu un grand plaisir de vous recevoir. Et puis, peut-être pour une prochaine interview. Pour un prochain entretien. Si vous voulez. D'accord. Avec plaisir. Bon, merci, Béatrice. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation à vous. Bonne continuation. Bonne chance pour vos projets.